Alors, TD d'intégration, exercice numéro 10. Pour n appartenant à grand N, on nous demande d'étudier les règles IN, l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus exposant n de t dt. Alors, ces intégrales portent un nom bien connu, ce sont les intégrales dites de Wallis que nous avons déjà rencontrées dans un DL sous une autre forme. Alors, dans cette première question, nous devons montrer que la suite des IN est à la fois décroissante et strictement positive. Alors, pour t appartenant à 0 pi sur 2, on connaît l'inégalité, 0 plus petit que sinus plus petit que 1. En multipliant n fois cette inégalité par elle-même, on a sinus exposant n de t est supérieur ou égal à 0. Puis, en multipliant cette fois-ci cette double inégalité par sinus exposant n, 0 plus petit que sinus exposant n plus 1 de t plus petit que sinus exposant n de t. En intégrant sur l'intervalle 0 pi sur 2, on obtient ici 0 bien sûr, ici i indice n plus 1 et ici i indice n. De plus, alors on a déjà la décroissance de la suite IN et sa positivité. De plus, pour t appartenant, alors cette fois il faut exclure 0 pour que le sinus ne puisse pas prendre la valeur 0. Sinus de t est strictement positif. On en déduit que l'intégrale de cette fonction est l'intégrale d'une fonction continue positive partout et strictement positive presque partout, en tout cas en au moins un point. On sait que cela assure que l'intégrale de cette fonction, c'est-à-dire IN, est strictement positive. Alors finalement, on a bien que la suite IN, n appartenant à grand N, est d'une part décroissante, et on vient de voir strictement positive. Voilà, on va pouvoir passer au petit b. Bon, juste avant de commencer le b, il aurait été bon de préciser par écrit dans le petit a que la fonction qui a t associe sinus exposant à n de t est continue de 0 pi sur 2 vers 2, ce qui nous donne d'une part l'existence de IN et d'autre part qui justifie nos calculs d'inégalité, notamment celui qui donne la stricte positivité. Alors, dans l'exercice petit b, on nous demande d'établir une relation de récurrence entre I indice n plus 2 et I indice n. Alors, I indice n plus 2, d'après la définition, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus exposant n plus 2 de t dt. On remarque qu'on peut découper l'intégrande ici en deux facteurs, l'intégrale de 0 à pi sur 2, donc de sinus exposant n plus 1 de t fois sinus t dt. Alors, pourquoi faire ça? Parce que l'idée qui va permettre d'obtenir la relation de récurrence, c'est de faire une intégration par partie. Une intégration par partie, il faut un terme à dériver et un terme à primitiver. L'idée, c'est que l'on peut prendre u de t égale sinus exposant n plus 1 de t, et v de t égale sinus t. Dans ces cas-là, on sait que si on dérive u, on obtient u' de t égale n plus 1 sinus exposant n de t multiplié par cosinus de t. Et si au contraire, attention ici j'écris v' de t, puisque ce terme est à dériver, ce terme est à primitiver, j'appelle ça v' de t, et je prends v de t égale moins 1, donc fois cosinus de t. Alors, on peut effectuer notre intégration par partie. IN plus 2 égale. Dans le crochet, je mets le produit des deux primitives. Sinus n plus 1 de t, facteur de moins 1 cosinus t, le tout entre 0 et pi sur 2, moins l'intégrale entre 0 et pi sur 2.
de la première dérivée, donc ici n plus 1 fois sinus exposant n de t, cosinus t, puis la primitive de la deuxième fonction, à savoir moins 1 fois cosinus t dt. Alors, on constate que le crochet est nul. Nul parce que le cosinus s'annule en pi sur 2 et que le sinus s'annule en 0. Il ne reste que la deuxième intégrale. Le moins 1 à l'intérieur annule celui-ci. D'autre part, n plus 1 ne dépendant pas de t, on peut le sortir. Il y a l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de sinus exposant n de t cosinus carré t dt. Oui, mais le cosinus carré, c'est bien sûr 1 moins sinus carré. Autrement dit, je peux écrire 1 moins sinus carré t dt. Alors, on peut découper la dernière intégrale en deux. Ce que je vais faire dans un moment. On vient de voir que in plus 1 s'écrit de cette façon et on avait décidé de découper cette intégrale par linéarité. Alors, je l'ai fait ici, intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus exposant n, moins l'intégrale de sinus exposant n fois sinus carré, ça fait sinus exposant 2n, n plus 2, pardon. Ici, dans le crochet, on reconnaît donc n plus 1, facteur de in, moins i, numéro n plus 2. On a donc 1 plus n plus 1, le tout facteur de i numéro n plus 2 égale n plus 1 fois i. Ici, j'ai transposé le terme n plus 1 fois i indice n plus 2. Et donc, finalement, i indice n plus 2 égale n plus 1 divisé par n plus 1, c'est-à-dire n plus 2 fois in. Alors, voilà notre relation de récurrence qui va nous permettre de poursuivre. Alors, question C. On nous demande de montrer que la quantité n plus 1, i indice n plus 1 fois in est constante quand n varie dans grand N. J'ai choisi d'appeler un cette quantité. On peut faire la question directement par récurrence, ou tout simplement établir une relation de récurrence concernant la suite un. En termes d'initialisation, il faut commencer par la valeur de U0. U0, c'est donc I1 fois I0. I1, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de sinus t dt. C'est quelque chose qui vaut 1. Vous pouvez le retrouver facilement. I0, c'est l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de sinus t exposant 0, mais ça vaut 1. Écrivons simplement dt. Et voilà qui donne pi sur 2. Autrement dit, ces deux résultats nous donnent U0 égale pi sur 2. Passons à la relation de récurrence. Écrivons U indice n plus 1. Alors, U indice n plus 1, c'est n plus 2, facteur de I indice n plus 2 multiplié par I indice n plus 1. Mais on a vu, et je l'ai rappelé ici dans le petit encadré, que au B, I indice n plus 2 s'écrit en fonction de IN. Autrement dit, si on injecte cette relation ici, I n plus 2 s'écrit n plus 1 sur n plus 2, facteur de IN, facteur de IN plus 1. Les facteurs IN plus 2 s'éliminent, et il vient donc n plus 1, quitte à réorganiser IN plus 1 en IN, je peux écrire IN plus 1 fois IN, la multiplication est bien sûr commutative. Et qu'est-ce que l'on retrouve? On retrouve bien UN. Alors, U0 vaut pi sur 2, et UN plus 1 vaut UN. Donc la relation de référence est particulièrement simple, et on en déduit quel que soit n appartenant à un grand N, UN égale pi sur 2,
ce qui, avec la notation choisie ici, est la réponse voulue. Ainsi, avec la notation ici choisie, la conclusion est celle que nous souhaitions. Dans le petit d, montrons que in 10 n plus 1 équivaut à in quand n tend vers l'infini. Alors, quelque chose que je vous ai dit souvent, c'est que pour montrer une équivalence, on étudie la limite du quotient. Ici, le quotient, il est licite, puisqu'on a montré que i indice n est strictement positif, donc non nul. On veut donc que la quantité in plus 1 sur in tende vers 1 quand n tend vers l'infini. Alors, on va essayer d'encadrer cette quantité. On a, d'après les inégalités précédentes, 0 plus petit que i numéro n plus 2, lui-même plus petit que i numéro n plus 1, lui-même plus petit que i numéro n. Ici, on aurait pu mettre une inégalité stricte, mais ici, elle ne va pas nous servir. Je peux diviser tout ça par in, puisque in est strictement positif. J'obtiens 0, in plus 2 sur in plus petit que i indice n plus 1 sur in plus petit que 1. Et d'après petit b, on sait que i numéro n plus 2 vaut n plus 1 sur n plus 2 fois in. On a donc 0 plus petit que n plus 1 divisé par n plus 2 plus petit que in plus 1 sur in plus petit que 1. Alors cette double inégalité nous permet d'utiliser le théorème dit des gendarmes. Ici on a une quantité constante, ici une quantité qui tend bien sûr vers 1 quand n tend vers l'infini, autrement dit in plus 1 sur in tend bien vers 1 quand n tend vers l'infini. Et on obtient l'inégalité voulue, à savoir i numéro n plus 1 équivaut à i numéro n quand n tend vers l'infini. Alors, il est temps de conclure cet exercice. On veut un équivalent de in quand n tend vers plus l'infini. On a d'abord deux choses. Une relation ici de récurrence, ou plutôt le fait que n plus 1 fois i indice n plus 1 in est une constante quand n décrit grand N. Et d'autre part, l'équivalence que l'on vient de montrer à l'instant. On sait bien sûr que n plus 1, lui, équivaut à n, quand n tend vers l'infini, et que les produits d'équivalence sont possibles. Autrement dit, on va faire l'équivalent de ces trois facteurs, l'équivalent de pi sur 2 étant tout simplement lui-même pi sur 2. On obtient n, in, fois in, équivaut quand n tend vers l'infini à pi sur 2, c'est-à-dire n facteur de in carré, équivaut quand n tend vers l'infini à pi sur 2. Alors là, on pourrait être tenté de prendre la racine de chaque côté. C'est possible. On peut aussi dire que 2n in carré sur pi tend vers 1 quand n tend vers l'infini. Et comme in est strictement positif, on peut prendre ici la racine carrée, autrement dit racine de 2n sur pi fois racine de in carré, qui est sa valeur absolue, mais in étant positif, c'est in, ça tend vers 1 quand n tend vers l'infini, et on obtient donc l'équivalence voulue. In équivaut à racine de pi sur 2n quand n tend vers l'infini, puisque cette quantité-là est présente en fait au dénominateur dans cette expression. Donc voilà la conclusion à retenir pour ces intégrales de Wallis. Bon, on retrouve le fait que in tend vers 0, ce qui pour l'instant n'avait pas encore été vu. Elle tend vers 0, mais d'autre part, en étant équivalent à cette quantité. Voilà.